Nouvelle édition sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Le point complet en début d'édition. Quel mécanisme mettre en place pour une administration plus performante au Bénin? La question est au cœur de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2022. On fait le point dans quelques instants. Et puis, l'avenir du bassin de la Volta se joue à Cotonou. Des experts sont réunis dans la capitale béninoise pour trouver une solution régionale au risque d'inondation et de sécheresse dans la zone. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et bienvenue à ce journal. La traditionnelle séance hebdomadaire du gouvernement n'a pas manqué ce mercredi. De retour du Ghana où s'est tenu le sommet de l'initiative d'Accra, Patrice Talon a présidé le Conseil des ministres. La session s'est achevée sur de nombreuses décisions. Le porte-parole du gouvernement nous en fait le point. À l'issue de sa séance de ce jour, mercredi 23 novembre 2022, le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant création, composition, attribution et fonctionnement du Comité national d'attribution des logements sociaux et économiques, puis nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER. En guise de rappel, le PROCER a pour objet, entre autres, la rationalisation de l'espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, l'installation d'un campement pastoral pilote, le renforcement de 126 campements d'éleveurs et l'appui aux éleveurs individuels. C'est dans ce cadre qu'un site d'environ 1202 hectares a été identifié dans la commune de Gogounou pour abriter ce campement pastoral pilote. Au terme d'un recensement participatif organisé conformément au texte régissant la matière, la liste des personnes affectées a été arrêtée et le Conseil s'est prononcé en faveur de leur indemnisation. Les ministres concernés accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. En point 2, maîtrise d'œuvre et conduite d'opération dans le cadre de la construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togbin. En vue de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous, le gouvernement, à la suite d'une revue de la carte sanitaire de notre pays, a décidé de poursuivre la modernisation des infrastructures et du plateau technique, d'optimiser les ressources matérielles, financières et humaines et d'élever la qualité des services des soins offerts aux populations. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, il est apparu que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pour cette raison qu'il est prévu, au programme d'action du gouvernement 2021-2026, la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, avec pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil, de développer des pôles de spécialité, puis de faciliter la référence et la contre-référence. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des groupes spécialisés ayant de solides expériences pour l'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération dans le cadre de la réalisation de ce projet. En point 3,
compte rendu des travaux du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l'étendue du territoire national. Les dits travaux ont permis de traiter 1599 dossiers d'opérations foncières qui ont révélé de nombreuses irrégularités, aussi bien au plan technique que financier. Au total, il se révèle que 11% des cas, soit 178 dossiers, sont à clôturer, 38%, soit 615 dossiers à poursuivre puis à clôturer, et 51%, soit 806 dossiers à soumettre à un groupe d'experts pour une appréciation commune par commune en vue de retenir la suite à y réserver. La mise en œuvre des solutions proposées nécessite, de la part des autorités communales, l'exécution méthodique de tâches dont les grandes lignes ont été fixées par le comité en fonction des cas de figure répertoriés. Pour certaines situations, un besoin en ressources financières importantes est à rechercher. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'accorder aux communes un soutien budgétaire à travers le Fonds d'investissement communal et de commettre un audit financier général de toutes les opérations de lotissement-remembrement urbain. Par ailleurs, le ministre de la Justice et de la Législation fera examiner l'ensemble des litiges fonciers pouvant entraver l'achèvement et la clôture des opérations. Il engagera les procédures appropriées à l'encontre des acteurs mis en cause par l'audit financier des opérations. En outre, les ministres chargés du cadre de vie et de la décentralisation fourniront, à travers leurs structures compétentes, des appuis techniques aux communes en vue de l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement communaux et des plans directeurs d'urbanisme pour les zones agglomérées. Dans la même logique de mesures prescrites, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable fera matérialiser et préserver par la cartographie et le bornage les zones humides impropres à l'habitation. Il proposera, en concertation avec les communes concernées et selon l'intérêt stratégique de certains périmètres déjà très densifiés, l'exécution d'opérations spéciales d'aménagement devant permettre une amélioration de l'habitat. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 37e congrès annuel de la Société d'anesthésie-réanimation de l'Afrique francophone du 23 au 25 novembre 2022, du 2e congrès de la Société béninoise de rhumatologie du 24 au 25 novembre 2022, puis de la 2e session du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre le 16 décembre 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Cyril Aïnamon est nommé secrétaire général du ministère. Je vous remercie. Mettons à présent le cap sur le palais des gouverneurs, où se poursuit le ballet des ministres pour l'examen du projet de budget de l'État gestion 2023. Autour du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé a défendu un budget de plus de 29 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui justifie cette hausse de près de 119% sur le budget 2022? L'opérationnalisation du hautement social. C'est ce que nous explique la ministre des Affaires sociales et de la microfinance au micro de Firmin Bassao. Vous savez que nous avons mis ce mandat sur le mandat hautement social et que par rapport à ça, nous voulons, pour commencer, changer vraiment la physionomie générale, de transformer les centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale dans toutes les communes du Bénin. Ces guichets auront principalement pour but de pouvoir adresser les différentes cibles vulnérables, donc que ce soit les femmes qui subissent des violences, les enfants, les personnes handicapées, les pauvres extrêmes, etc. Toutes les vulnérabilités doivent pouvoir se retrouver donc à leur proximité immédiate, pouvoir avoir l'orientation, l'appui, les conseils, tout ce qu'il faut. Et donc cette transformation-là sera contenue dans un projet que nous avons dénommé Besoké.
pouvoir élever celui qui en a besoin. Il y a le projet de l'assurance maladie qui va se poursuivre. Donc, dans Arche, on a le volet maladie, la généralisation donc dans toutes les communes. Donc, nous savons que nous sommes déjà en train de finir la distribution des cartes biométriques et la plupart des communes ont déjà accès à l'assurance maladie donc gratuite pour les pauvres extrêmes. Mais nous avons également le volet formation. Il y a déjà eu 2300 artisans qui ont été renforcés dans leur capacité dans la plupart des métiers du bâtiment, l'électricité photovoltaïque, etc. Mais nous, d'ici 2023, nous avons un objectif de 23 000 artisans à renforcer. Et nous savons le bénéfice que cela peut avoir et les répercussions socio-économiques sur leur famille, sur leur entourage. Donc, en dehors de ça, nous avons le démarrage effectif des classes socio-éducatives, donc la phase pilote, et la généralisation de la distribution du microcrédit de 100 000 francs CFA. Nous étions à 50 000, nous sommes passés à 100 000, mais maintenant il faut pouvoir atteindre un maximum de personnes. Le secteur de l'énergie, lui, va-t-il demeurer hautement capitalistique l'année à venir? La réponse est oui. 5,5% du budget général de l'État vont être mis à disposition du ministère de l'Énergie. Donna Jean-Claude Oussou est allé défendre un budget de plus de 88 milliards de francs CFA devant les députés. Il revient ici sur les particularités de ce budget. C'est un budget qui est en croissance. Pour une raison simple, c'est un domaine éminemment stratégique pour le développement socio-économique d'un pays et éminemment capitalistique parce qu'il faut beaucoup d'investissements. Et ça, le gouvernement l'a compris très tôt. Et depuis plusieurs années maintenant, on est plutôt en croissance par rapport à ce niveau de budget puisque entre il y a 2 ans et maintenant, on a une croissance de près de 20%. Avec une particularité, c'est que la partie en capital est plutôt de 85 milliards à peu près. Et ce qui concerne la partie ordinaire tourne autour de 3 milliards. Encore une caractéristique particulière de ce budget, c'est que nous avons 40% de l'ensemble de ce budget-là qui est donc une contribution du budget national et 60% d'investissement à travers des prêts et des soutiens de bailleurs internationaux. Ce qui montre que la volonté du gouvernement à vraiment investir. Parce qu'on voit que ces chiffres ont évolué dans le temps, puisque le niveau maintenant d'engagement de l'État est en croissance depuis plusieurs années. Et en même temps que la partie prêt de bailleurs internationaux s'amplifie également et qui traduit la crédibilité et la confiance que ces institutions accordent au Bénin, en tout cas à sa gouvernance aujourd'hui et à travers les résultats que nous obtenons au fur et à mesure dans ce secteur. Et ce budget du secteur de l'énergie va permettre de financer les activités de 21 projets, dont 5 nouveaux et 14 déjà en cours. Il s'agit de projets essentiellement consacrés à l'électricité et à la construction d'une centrale thermique à turbine à gaz de 140 MW sur le site de la zone économique de Glodjibé. Plus de précisions toujours avec le ministre de l'Énergie. 69% à peu près de ce budget qui sera consacré à tout ce qui est électrification, extension réseau, densification, pour faire en sorte que de plus en plus de localités dans notre pays, de plus en plus de nos concitoyens aient accès à cet intrant majeur, le développement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le gouvernement s'est attaché à faire des énergies renouvelables un socle de son mix énergétique à travers la politique nationale de développement des énergies renouvelables qui nous donne désormais une visibilité moyen-long terme sur quel rôle nous voulons que les énergies renouvelables jouent dans notre mix énergétique. Pour cela, il est consacré autour de 18% de ce budget pour le développement d'infrastructures énergies renouvelables, notamment le solaire, à travers la construction de plusieurs centrales solaires, en plus du Loulophine de 25 MW qui va être doublé à 50. Il y a 4 autres projets à Boycon, à Natitengu, à Parakou et à Djougou, pour une capacité totale de 50 MW. Mais à côté de ça, nous avons un projet d'hydroélectricité à vocation multifonctionnelle à Dogobis qui va permettre non seulement de produire de l'électricité, mais aussi irriguer les contrées traversées et ensuite contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau pour atténuer les problèmes d'inondation dans le sud.
Donc autant de projets qui montrent la volonté de ce gouvernement à faire en sorte que le secteur de l'énergie joue son rôle historique de socle de développement socio-économique de notre pays comme dans tout pays au monde. Et quelles prévisions budgétaires pour l'enseignement supérieur en 2023? Éléonore Yahi-Ladecan est allée défendre devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale un budget de près de 86 milliards de francs CFA. Avec une augmentation de 19%, il va permettre la mise en œuvre de 4 programmes pilotés par le ministère. Plus de précisions avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En termes de projection, pour l'année 2023, il est question de poursuivre notre grand projet phare de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est un programme duquel découle un certain nombre de réformes. Un certain nombre de réformes ont été déjà mises en œuvre au titre de 2022. Et nous entendons poursuivre ces réformes au titre de 2023. En l'occurrence, il s'agit de la qualité encore de la formation au niveau de nos universités pour que ces formations soient de plus en plus adaptées aux besoins donc, de la communauté. Les curricula de formation vont être poursuivis dans leur amélioration pour que tout ce qui affiche un niveau de saturation soit réellement reconsidéré et donner un peu plus de force et de teneur à ce qui est technique, ce qui est professionnel. Il s'agit également de voir au niveau de la gouvernance de nos universités comment nous continuons cette réforme pour que les dérives que nous constatons soient totalement bannies. Et si les ministres obtiennent les moyens pour leur mission, il faut aussi un personnel administratif de qualité. La conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2022 a démarré ce mardi à Cotonou. L'objectif est d'échanger sur les mécanismes nécessaires à mettre en place pour une administration plus performante. Le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique va y être étudié, tout comme les procédures de sanctions disciplinaires. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. L'une des priorités. Depuis 2016, le gouvernement s'emploie à faire de l'administration publique une administration performante et productive. Et cela passe par une série de réformes bien structurées. Cette session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2022 va permettre de parcourir un certain nombre de tests législatifs et réglementaires pour la modernisation de la gestion des dossiers disciplinaires. Dans une démarche de gouvernance concertée, 2 sujets sont retenus pour être débattus au cours de la session, à savoir le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Il s'agit d'un instrument de référence, de synchronisation des comportements positifs, respectueux des valeurs, des lois et tests réglementaires en vigueur, capable de contribuer à travers son application à la réalisation des différentes réformes dont le gouvernement a la charge. Ensuite, la gestion des dossiers disciplinaires dans le CIGRH. Cette thématique nous permettra de nous approprier les outils conçus pour faciliter la gestion efficace dans le système des dossiers disciplinaires des agents fautifs. Des moments d'échange et de partage sur la qualité de l'administration publique. Intéressons-nous à présent aux législatives de janvier 2023. Vous le savez sans doute, le territoire national est divisé en 24 circonscriptions électorales. Dans ces circonscriptions, j'y arrive, va se dérouler le jeu électoral. Après la présentation des 8 premières circonscriptions, voici les 4 suivantes. Zoom sur les 9e, 10e, 11e et 12e circonscriptions électorales avec Ariane Da Silva. La 9e circonscription électorale compte 3 communes, Banté, Dassazoumé et Savalo. La commune de Banté s'étend sur une superficie de 2695 km² pour 9 arrondissements et plus de 100 000 habitants. Dassazoumé a une superficie de 1711 km² pour un peu plus de 110 000 habitants. Savalo est établi sur 2674 km² pour 4 arrondissements de type urbain
urbains et 10 de type rural. Nombre de sièges pour cette circonscription électorale, 4, dont 1 exclusivement réservé aux femmes. Ouessé est une commune de la 10e circonscription électorale. Sa population est estimée à 141 760 habitants. Glazoué, c'est 10 arrondissements, 48 villages sur une superficie de 1350 km² pour une population de plus de 130 000 habitants. Savet a une population estimée à près de 100 000 habitants, établie sur une superficie de 2228 km² pour 54 villages et quartiers de ville. Nombre de sièges, 4, dont 1 exclusivement réservé aux femmes. Sur la liste des communes de la 11e circonscription électorale, on retrouve Aplaroué avec ses 66 villages et quartiers de ville répartis sur une superficie de 915 km² que se partagent plus de 170 000 habitants. Diakotomé se compose de 120 000 habitants et couvre une superficie de 235 km² pour 112 villages. Koulekamé a une superficie de 259 km² pour une population de plus de 120 000 habitants. Nombre de sièges, 4, dont 1 exclusivement réservé aux femmes. Dogbo, dans la 12e circonscription électorale, est étendu sur 475 km² avec ses plus de 110 000 habitants. Lalo s'étend sur 432 km² avec ses 11 arrondissements pour plus de 110 000 habitants. Toviclin est au centre du département du Koufo et couvre 120 km² pour plus de 90 000 habitants. Nombre de sièges, 4, dont 1 exclusivement réservé aux femmes. Les inondations et la sécheresse vont-ils prendre fin dans le bassin de la Volta? Des acteurs de l'environnement se sont retrouvés à Cotonou pour réfléchir à une stratégie régionale de réduction et de gestion des risques d'inondation et de sécheresse dans la zone. C'est à la faveur d'un atelier qui a démarré ce mardi 22 novembre. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Bernard Djogbe. Les nombreux dégâts des phénomènes comme l'inondation et la sécheresse rappellent toute l'importance de cet atelier. Pour la petite histoire, c'est les sécheresses et les inondations, bon an, mal an, affectent dans les bassins au moins 5 millions de personnes. 35 000 hectares de pâturage en pâtissent. Près de 100 000 hectares de production agricole partent en fumée. Face à un tableau aussi sombre, l'élaboration de stratégies régionales s'impose. Défi de ces 3 jours d'échange. À la suite des risques identifiés pour les inondations et les risques liés à la sécheresse, il est important d'identifier les stratégies de prévention et de gestion associées afin que les impacts sur la population soient minimisés ou voire complètement éliminés. Le présent atelier national vise à valider la démarche méthodologique d'élaboration, de validation et d'adoption de la stratégie. Je prends l'engagement ici de mobiliser les collectivités locales décentralisées au fin de concentrer leur politique autour de la résilience au changement climatique. Le projet intégrait la gestion des inondations et la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta, démarré en 2019, prend fin en 2023. Et en prélude à cet atelier, les partenaires du projet VFDM et la mission du Fonds d'adaptation ont eu une séance d'échange. Objectif, faire le point de la mise en œuvre de ce projet. La rencontre s'est tenue lundi dernier et Jean-Claude James a pu recueillir les interventions de quelques participants. Suivant plus tôt. C'est pour la première fois que le Fonds d'adaptation soutient la mise en œuvre d'un projet à l'échelle régionale qui intéresse simultanément 6 pays et à l'échelle d'un bassin hydrographique. Donc le bailleur est là pour écouter l'ensemble des parties prenantes. Le partenaire, le Fonds d'adaptation, veut s'assurer de ce qui se passe sur le terrain, de comment il peut capitaliser et de comment certainement on peut voir dans la mesure du possible comment certaines actions peuvent être mises à l'échelle. Depuis 2019 que ce projet a été mis en place, il a permis donc de faire face, d'apporter des solutions et des approches basées sur la nature pour faire face donc aux effets de ces changements.
Et pendant ce temps, une concertation technique régionale commence ce mercredi 23 novembre, du moins a commencé ce mercredi 23 novembre à Cotonou. C'est une concertation pour valider des plans céréaliers et alimentaires et prévisionnels dans la CEDEAO et dans l'UEMOA. La concertation de 72 heures réunit des experts des pays de la sous-région ouest-africaine et les pays partageant le Sahel. Ghislain Boguet, Petroni Lokoso. Une concertation technique qui réunit la région du Sahel et celle de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette concertation, il sera procédé à la validation des bilans céréalières et alimentaires de la saison 2021-2022, du bilan prévisionnel de la saison 2022-2023 et la situation alimentaire et nutritionnelle pour les pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La présente réunion est un maillon de toute une chaîne qui lie les États présents. Cette réunion technique fait partie de la stratégie commune mise en place pour assurer le suivi permanent de la campagne agricole, de la situation alimentaire et nutritionnelle. Elle permet également de faire des perspectives sur la nouvelle année de consommation alimentaire qui commence 2022-2023 dans un contexte de facteurs complexes. Le bilan prévisionnel de la campagne agricole et l'analyse des zones et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle sont au centre du dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest traverse une situation alimentaire critique, caractérisée par une hausse sans précédent des prix des denrées alimentaires consécutives à un important déficit céréalier enregistré, en particulier dans les pays du Sahel, au cours de la campagne agricole précédente. Cette situation a accentué l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la région. Ajoutez à cela les effets pervers de la pandémie de la Covid-19, les crises sécuritaires et le conflit russo-ukrainien, autant de facteurs qui rendent probable la survenance de la crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et dans les pays partageant le Sahel. L'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin constitue depuis des années une priorité pour le gouvernement béninois et plusieurs autres acteurs de la société civile. Et pour atteindre cet objectif, le Fonds Éducation à haute voix vient d'apporter un appui financier à Social Watch Bénin et le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires, en abrégé DEDRAS ONG. Cet appui financier concerne la mise en œuvre du ProREPEM, un projet lancé mardi dernier, suivant les précisions de Ezekiel Jacor et Alexis Segbemo. L'amélioration de la qualité de l'éducation est une préoccupation pour le Bénin et ses partenaires. Au nombre de ceux-ci, les organisations de la société civile à travers le ProREPEM entendaient projet de renforcement des OSC pour la redevabilité politique, éducative et leur mise en œuvre. Le projet a appuyé jusqu'à la date d'aujourd'hui l'Observatoire de l'éducation à mettre en place des démembrements dans 60 communes en complément des 17 déjà installés par le CBO et PT. Ce projet vise à contribuer à une éducation de base inclusive, de qualité, efficace et efficiente à tous les enfants du Bénin, filles et garçons, en particulier les plus vulnérables. Pour une bonne mise en œuvre, le gouvernement béninois entend jouer sa partition dans le strict respect des droits humains. Je voudrais prendre ici l'engagement, au nom du gouvernement du président Talon et à mon nom propre, de faciliter la mise en œuvre de ce projet de renforcement des OSC pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre. Tout est bien ficelé. Chaque acteur a désormais les yeux rivés sur ses objectifs à atteindre dans le cadre de ce projet qui couvre toute l'étendue du territoire national. Il va durer 30 mois. L'exécution a démarré en mars 2022. Allez, parlons à présent protection des droits de la femme. La campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre démarre le 25 novembre prochain, vendredi donc. Tout un programme est élaboré pour marquer les 16 jours d'activité. L'agenda a été partagé avec les hommes des médias ce mercredi matin au ministère des Affaires sociales. Jean-Claude James, Bernard Djogbe. Comme médecin. Une cérémonie officielle va donner le top de cette campagne. L'édition de cette année porte sur le thème « Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ». Cette campagne permettra
d'informer très largement et en utilisant tous les canaux disponibles les populations sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires des violences basées sur le genre, sur les victimes elles-mêmes, les familles, les communautés et l'État, ainsi que sur les dispositions légales, réglementaires et les mécanismes et procédures mis en œuvre à cet effet. Au nombre des activités, une séance d'échange avec les patrons d'entreprise, une causerie avec les étudiants, des émissions radiophoniques, la tenue d'une clinique juridique, des cafés thématiques. Tous les partenaires sont mobilisés. Je voudrais ici renouveler l'engagement ferme de l'Institut national de la femme dans son mandat de contribuer valablement à l'extinction définitive de cette pandémie. Vous nous verrez surtout sur l'activité de la clinique juridique que nous organisons en plein cœur du marché d'Antopa. Ces 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre, date de célébration de la Journée des droits de l'homme. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 13h Estelle Espérance Aurore Pazou pour l'édition de la mi-journée. Moi, je vous retrouve dans la soirée, toujours avec le même plaisir.